All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. On va commencer tout de suite par le lore post de mardi. C'était le 3e chapitre de l'histoire racontant la poursuite d'un terroriste nommé le Fantôme par un couple de chasseurs de primes nommés Mila et Reese. Dans sa jeunesse, Mila s'était lancée dans une carrière de chasseuse de primes après la mort d'une de ses amies d'enfance nommée Casey Fan, qui était la fille du PDG d'un grand groupe pharmaceutique nommé Fan Pharmaceuticals. Ils sont parvenus à le capturer dans un champ d'astéroïdes après avoir neutralisé son cutlass, pour finalement s'apercevoir que le terroriste qui détruisait les laboratoires de Fan Pharmaceuticals sous le nom de Fantôme était en réalité Casey Fan, présumée morte depuis plus de 10 ans. Une fois capturée et maîtrisée à bord de leur freelancer, elle a avoué avoir découvert bien avant sa disparition que l'entreprise de son père développait des armes bactériologiques capables d'exterminer des planètes entières. Son père l'a découvert et lui a ordonné de se taire, notamment car il visait le poste de sénateur de Terra. Et quand Casey a fini par rejoindre des activistes anti-armes d'une organisation terroriste, il l'a fait passer pour morte avec l'aide de la mère de Mila qui avait plein d'actions dans Fan Pharmaceuticals. Si Mila n'a tout d'abord pas cru à sa version des faits, elle a fini par y croire une fois sur Terra quand Reese était parti chercher des agents de l'advocacy. Elles ont donc pris la fuite ensemble et la suite au prochain chapitre. Peu d'informations sur le jeu dans ce lore post à part cette hypothèse. Durant tous ses aveux, Casey est enfermé dans un caisson à prisonniers similaire à ceux qu'on trouve sur un Avenger Stalker, alors qu'ils sont à l'intérieur d'un freelancer. S'il y a bien des variantes exploration, cargo et militaire du freelancer, CIG n'a jamais parlé d'une variante destinée aux chasseurs de primes. Donc c'est sûrement plus une prise de liberté de la part de l'auteur qu'une éventualité envisagée par les développeurs. Lundi, c'était le 4e jour de la période d'essai gratuit consacrée à Aegis Dynamics. L'Intergalactic Aerospace Expo a donc changé de panel et on a pu admirer un Idris en exposition, ce qui explique pourquoi certains joueurs l'avaient vu sous la surface de leur ville dans le PTU de la 3.3.5. L'émission de lundi est revenue là-dessus et si Disco Lando n'a pas pu obtenir de nouvelles informations à ce sujet via les développeurs présents, on en a eu un peu plus tard via la newsletter destinée aux backers ayant le statut de concierge. Alors, peut-être que vous ne le saviez pas, mais l'Idris d'Aegis existe en deux variantes. La première, la plus connue, est l'Idris M, certainement pour militaire, et c'est celle qui équipe la flotte de l'UE, dont l'escadron 42. Et la deuxième, l'Idris P, certainement pour public, est un Idris M en fin de vie que l'armée a retiré du service et mis en vente sur le marché civil. Il n'a plus de railgun, même s'il a toujours la structure pour en accueillir un, il ne dispose pas des lance-missiles de l'Idris M, mais il a en revanche deux doubles tourelles Gatling de taille 4 en plus. Mais c'est pas tout. Il y a quelques semaines, Drake a dévoilé le Kraken, un porte-vaisseau capable d'embarquer 2 vaisseaux d'un gabarit équivalent à un Cutlass et 4 à 6 vaisseaux d'un gabarit équivalent à un Buccaneer. On ne sait pas exactement tout ce qui pourra rentrer dans un Idris, même si certains pensent qu'on pourra y mettre 10 Arrows avec des ailes repliées. Les affrontements Idris-Kraken dépendront en grande partie des vaisseaux embarqués de chaque côté, de leurs pilotes et de la qualité de l'appui-feu des deux porte-vaisseaux, mais quoi qu'il en soit, l'Idris a désormais un vaisseau pour lui tenir tête. Du coup, il sera possible d'améliorer son Idris P avec un kit d'upgrade et en faire un Idris K. Ce kit d'upgrade contient 4 tourelles fournissant une meilleure protection en cas d'attaque de vaisseau, pour remplacer les 4 tourelles existantes, un meilleur lance-missile et un vrai canon laser nommé l'Exodus. Si les armes énergétiques existantes dans Star Citizen tirent des rayons courts, lents et finis façon Star Wars, ce nouveau canon tirera un rayon laser continu qui ira toucher la cible instantanément. L'Exodus fera moins mal que le railgun de l'Idris M, mais drainera sûrement la puissance d'autres composants, surtout en cas de tir prolongé. Enfin, cet upgrade ne diminuera pas la quantité de cargaison transportable et ne rendra pas votre Idris plus puissant qu'un Idris M. Sinon, ils ont très brièvement parlé du Vanguard, qui sera sûrement rééquilibré avant la mise en production de ces variantes. Mardi, la 5e journée d'essai gratuit était consacrée à Drake et malheureusement, on n'a eu aucune information sur le Kraken ou les variantes Blue et Red du Cutlass. Mercredi, la 6e journée d'essai gratuit était consacrée au vaisseau Alien et notamment à la présentation du nouveau vaisseau du constructeur Xi'an Aopoa, le Santokiai. D'ailleurs, pour l'anecdote, Aopoa ça veut rien dire en Xi'an, les Xi'an ont juste inventé ce nom parce que ça donne un palindrome et ils ont pensé que ça plairait aux humains vu notre goût pour la symétrie. Alors, qu'est-ce que le Santokiai? Ça sera un chasseur monoplace de 24 mètres de long pour 23 mètres de large et 10 mètres de haut. Si on devait le comparer au Kartual, un autre vaisseau Xi'an, et au vaisseau humain, le Santokiai serait un Hornet et le Kartual serait un Gladius. Les deux premiers misent sur la puissance de feu et la résistance, tandis que les seconds misent sur la vitesse et sont plutôt employés comme vaisseau de patrouille ou dans le rôle d'éclaireur. C'est donc un vaisseau très commun chez les Xi'an, aussi bien dans l'armée que dans les milices de sécurité privée ou chez les particuliers.
Côté armement, il aura 4 répéteurs laser de taille 3 avec une cadence de tir plus élevée que les armes humaines équivalentes, mais qui surchaufferont plus vite, et 4 lance-missiles de taille 3. Il devrait être capable de tenir tête à un Super Hornet ou un sabre en compensant son armement moins puissant avec des manœuvres d'esquive et de repositionnement pour profiter de fenêtres de tir plus courtes mais plus nombreuses. Comme tous les vaisseaux Xi'an, il disposera de propulseurs de manœuvre plus puissants et moins encastrés dans sa structure que ceux sur les vaisseaux d'origine humaine, ce qui fait que son modèle de vol sera surtout axé sur des déplacements latéraux et verticaux assez rapides. L'inconvénient, c'est que cela rend ces propulseurs de manœuvre plus exposés et plus susceptibles d'être endommagés. Donc ça sera sûrement pas possible pour nous les joueurs de prendre ces propulseurs Xi'an révolutionnaires et les coller simplement sur un vaisseau d'origine humaine. Pour ça, on devra plutôt se tourner vers un constructeur spécialisé dans les technologies Xi'an, comme MISC, pour trouver des vaisseaux humains intégrant ce genre de technologie. Pour l'instant, les vaisseaux Xi'an utilisent une version recolorée de l'interface de pilotage Vanduul, mais il est prévu qu'ils aient leur propre interface. Ce vaisseau, comme tous les vaisseaux d'origine alien, sera une version d'export pour le marché humain, donc la voix de l'ordinateur de bord sera en anglais et non en Xi'an. Mais maintenant que la question a été posée, ils vont penser à peut-être nous permettre de changer manuellement la langue de l'ordinateur de bord. Enfin, pas de nouvelles sur le Banu Merchantman, comme convenu, le Banu Defender sera fait durant l'année prochaine. Jeudi, la 7ème journée d'essai gratuit était consacrée au constructeur MISC et beaucoup de gens ont été assez déçus par cette journée. Le catalogue MISC est composé de 20 vaisseaux, seulement 8 sont pilotables et les 12 autres sont en cours de création. Et sur ces 12 vaisseaux, Discolendo et les développeurs ont seulement vaguement reparlé des 3 futures variantes du Freelancer. Le Freelancer dur pour endurance qui sacrifiera de la capacité de cargo pour pouvoir mener des explorations plus longues et plus loin, le Freelancer Max avec une capacité de cargo beaucoup plus élevée, et le Freelancer Miss pour missile qui sacrifiera de la capacité de cargo pour des missiles supplémentaires. Ces vaisseaux n'étaient malheureusement pas présents à l'exposition in-game alors qu'ils sont censés arriver en 3.4 le mois prochain, pas plus que l'Endeavour, les 5 variantes du Hull et les 3 variantes du Reliant sur lesquelles on n'a eu aucune information. Vendredi, la 8ème journée d'essai gratuit était consacrée à Consolidated Outlands et aux constructeurs moins importants de Star Citizen, et on n'a rien appris de nouveau sur le Hercule, le Tank Nova de Tumbril ou le Starliner Genesis. Samedi, CIG a mis en vente des vaisseaux idéaux pour les débutants et en quantité limitée. On a donc eu l'Aurora, le Mustang, le Avenger, le Cutlass et quelques autres qui ont vu leur prix diminuer de 11 €. À l'heure où j'écris ces lignes, tous les packs Mustang sont déjà partis et ça devrait bientôt être le cas pour l'Aurora. Toujours samedi, CIG a publié ses réponses aux questions des backers concernant le Arrow. Contrairement à ce qui était écrit sur le store du site de CIG, il n'est pas furtif, c'est une erreur, mais il pourra améliorer sa furtivité en utilisant les bons composants. Le Arrow est décrit comme étant le plus agile de sa catégorie de vaisseaux, mais les joueurs ont rapporté que le pilotage était parfois assez hasardeux. C'est un bug lié au modèle de vol qui semble apparaître aléatoirement et très souvent sur le Arrow, donc il travaille à le corriger. Et oui, il a bien été conçu en prenant en compte le futur modèle de vol qui doit arriver en 3.5. Certains joueurs se sont demandé pourquoi avoir un Gladius maintenant qu'on peut avoir un Arrow. Celui-ci sera plus manœuvrable que le Gladius mais sera moins rapide à cause de son unique réacteur et il aura aussi moins de missiles. Le Anvil Hawk sera quant à lui plus rapide mais moins manœuvrable que le Arrow. Sa tourelle dorsale pourra porter 2 armes fixes de taille 1 ou une de taille 3 ou une de taille 2 montée en gimbal. Ils n'ont pas prévu que cet emplacement puisse servir de soute de stockage comme sur le Hornet, mais on pourra par contre utiliser cet emplacement pour y mettre une tourelle automatique commandée par une IA. Le Arrow n'aura pas de compartiment pour stocker une arme ou des soins, mais ils en incorporeront peut-être un à l'avenir. Enfin, la quantité de carburant très limitée du Arrow est voulue puisque c'est censé être un chasseur à courte portée déployé depuis un porte-vaisseau où il pourra se réapprovisionner en carburant. Vendredi, CIG a mis à jour la progression de la mise à jour 3.4 et c'est pas très bon signe. Aucune tâche n'est vraiment finie, plusieurs n'ont presque pas progressé, et en moyenne, c'est seulement la moitié du travail qui est accompli sur cette 3.4, alors qu'on en est aux 2/3 du trimestre, ou aux 3/4 si on considère que le trimestre se termine au début des vacances de Noël. Enfin, ce mois de novembre 2018 est désormais le mois qui aura rapporté le plus d'argent à CIG avec 7 971 821 $ engrangés grâce à la semaine d'essai gratuit qui en a rapporté 6 323 777. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.